Vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous étions très heureux parce que nous avons eu vos messages où nous avons parlé de l'importance d'une très bonne stratégie communicationnelle dans la lutte contre cette pandémie qui est le Covid-19. Et pour en parler, nous avons fait appel au directeur général de Pigma Communication, Alain Yave, qui nous a expliqué de la même manière qu'ils travaillent pour leurs clients, que ce soit des compagnies, que ce soit des entreprises de télécommunications, des ONG, le but est de faire connaître leurs produits, faire connaître leurs services et leurs biens. C'est de la même manière qu'on doit procéder pour établir une bonne communication dans la lutte contre le Covid-19. Ce n'est pas parce que c'est le Covid-19 qu'ils vont s'y prendre mal. Une mauvaise communication donne un effet inverse aux résultats recherchés dans la lutte. C'était ça son grand message. Et ce soir, nous revenons auprès du célébrissime, le professeur Symphorien Kassindi, qui va nous sensibiliser sur l'organisation. Lui, il est expert en organisation, expert en questions financières. Mais nous allons nous tabler pour savoir est-ce que le Covid-19, le coronavirus, a des implications sur le changement de notre organisation ou bien ça sera le même. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce soir que je m'en vais saluer. Professeur Symphorien Kassindi, nous vous saluons. Merci, monsieur le journaliste. Professeur, nous sommes très ravis de vous revoir, mais c'est vrai que la situation n'est pas aisée. Il y a le Covid-19. Vous êtes enseignant au sein des universités et vous êtes expert dans tout ce qui est gestion des organisations. Professeur, dans une organisation comme le nôtre, est-ce que cette maladie qui est le coronavirus peut impliquer de changements dans notre société? Mais bien sûr. D'abord, avant tout, nous voulons d'abord expliquer l'organisation. Allez-y, comme je l'avais dit encore l'autre fois. L'organisation, c'est toujours une création des hommes qui fonctionne maintenant avec les hommes pour les pérenniser. Dans les cas d'espèce, l'organisation, nous devons aller dans une approche de l'organisation, dans son approche systémique. Tout à fait. Qui constitue une totalité qui a des petites parties qui fonctionnent en interaction dans l'optique d'atteindre l'objectif de l'organisation. Tout à fait. Et l'organisation dont nous parlons d'abord, c'est le macro-organisation. C'est le monde. Tout à fait. Le globe est subdivisé en parties. Tout à fait. Et pour le cas d'espèce de Covid, comme vous voyez, ça a commencé d'abord à l'Asie, plus précisément en Chine. Dans la ville de Yuan. Dans la ville de Yuan. C'est une partie du monde. Tout à fait. Mais cette partie du monde travaille en interaction, fonctionne en interaction avec les autres parties du monde. Tout à fait. Et qu'est-ce qui facilite ces interactions? C'est les moyens de la communication. Les avions, par exemple, le bateau, tout à fait. Par exemple, les moyens de transport en général. Tout à fait. Avec cette facilitation des moyens de transport, il y a eu les interactions qui ont amené à l'ensemble de ces pays d'importer aussi la maladie. D'où les dirigeants gérer, c'est anticiper aussi, prévoir. La gestion a 5 grands éléments qu'il faut comprendre. Un chef doit prévoir, doit organiser, doit commander, doit coordonner et doit contrôler. Alors, l'ensemble des pays, des parties du monde qui ne croyaient pas que la maladie allait leur arriver, s'ils n'avaient pas fait l'anticipation, tout à fait, ces pays-là souffrent aujourd'hui de cette pandémie. Tout à fait. Alors, comme c'est une pandémie qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, tout à fait, ça crée maintenant un blocage. Tout à fait. Ça crée un blocage. Et ce blocage,
c'est du point de vue d'abord économique. Le monde devient constipé. Le monde entier est constipé économiquement. Et dans le cadre de ce que vous venez de dire du changement, ça crée un grand changement parce que nous remettons en cause les grands principes de libre-échange et de la mondialisation. La mondialisation est remise en cause parce que nous ne sommes plus dans les ouvertures des frontières. Mais l'ensemble de tous les pays maintenant commencent à fermer leurs frontières pour se protéger contre la pandémie. Mais est-ce que ça sera une solution? Je ne pense pas. Parce que si nous vivons en autarcie, au lieu de mourir aussi avec le corona, nous mourrons de faim. Et l'économie ne va plus tourner. Et si l'économie ne tourne pas, tout s'arrête. Tout à fait. Est-ce que devons-nous tout arrêter ou comment? On va y arriver. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre programme Data Market. Nous recevons pour vous le professeur Symphorien Kassindi qui est en train de nous faire comprendre que nous sommes dans une situation qui a fait que la maladie puisse arriver partout dans le monde par les voies de communication, notamment les avions et les bateaux. Cette maladie qui a commencé en Yuan, en Chine, et aujourd'hui cette maladie est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Regardez la distance entre la Chine, Yuan et la RDC. Vous allez comprendre que c'est par les voies de communication que cela est arrivé. Or, le professeur nous a fait comprendre que nous sommes dans ce qu'on appelle liberté de marché. Nous sommes ouverts au monde. Nous pouvons acheter un produit qui est en Chine comme le Chinois peut acheter nos minerais ici. Mais, professeur, nous vous avons suivi très calmement. Nous vous avons suivi de manière intéressée. Mais est-ce que le coronavirus ou le Covid-19 remet en cause le leadership de chaque État, de la manière chaque État avait compris son leadership, de la manière chaque État avait assis son économie, ses finances, sa manière de gérer les populations? Bon, si ça remet en cause, bon, en principe, il faut tout simplement comprendre que gérer, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit encore, c'est prévoir. Prévoir, oui, oui. Mais personne qui croyait qu'un corona allait tomber aujourd'hui. Et c'est là où on doit voir quel modèle d'anticipation. Mais ce qui est vrai que ça perturbe déjà l'économie du monde entier et du Congo en particulier. Là, c'est en général et du Congo en particulier. Du fait que ça perturbe, il y a des fermetures des frontières par-ci, oui. par-là. Ce qui est vrai est que ça va nous régresser. Ça nous touche dans nos moelles épinières. Mais à partir du moment où une partie du monde, c'est ça le problème organisationnel, à partir du moment où une partie du monde était touchée, le monde c'est la totalité, il fallait comprendre d'abord que ça allait toujours nous arriver ici, dans le monde entier. Aujourd'hui, le plus malheureux dans ça maintenant devient les États-Unis. La plus grande puissance mondiale. Alors, comme les États-Unis souffrent, l'Europe souffre, l'Océanie souffre, donc l'Afrique maintenant souffre. Mais nous sommes le plus malheureux dans cette pandémie, compte tenu de nos maigres moyens dont nous détenons. Parce que si vous voyez les gens qui ont des moyens et des moyens, ils souffrent. Et ils ne parviennent pas. Je ne sais pas si tu as suivi le Premier ministre italien qui a pleuré pour dire « j'ai déjà tout fait ».
Du point de vue organisationnel, il avait tout fait. Mais le changement de la pandémie, de la maladie, l'a dépassé. Et il a dit, je ne saurais plus rien faire. Je mets le tout maintenant dans les mains du Seigneur. Et il a fait sortir même quelques Italiens pour commencer à prier en plein air. Ça, tu as vécu. Oui, oui. C'est pour dire simplement que quelque chose qui peut toucher une partie de l'organisation peut détruire les autres parties. Donc, le système. C'est ça le système. Donc, c'est ça l'organisation du point de vue systémique. Mais professeur, sans vous interrompre, le monde, en tant qu'organisation, avait créé une structure au sein des Nations Unies appelée l'Organisation mondiale de la santé, pour être le gardien, le surveillant de tout ce qui est problème de santé. L'OMS fait son premier rapport quand la maladie commence en Chine à Wuhan, qu'il n'y avait que 3000 cas. Il donne ce rapport à la France, aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle même Donald Trump se fâche contre l'OMS pour dire que vous ne nous avez pas dit la vérité. Vous nous avez soumis un faux rapport pour nous dire que non, en Chine, il y avait 3000 cas, tandis qu'il y en avait plusieurs. Mais est-ce que ce n'est pas une faille du système qui n'a pas marché, pour dire que tout système a ses limites? Bon, voilà. C'est ce que moi, c'est ce que je viens de dire, les problèmes des anticipations et consorts. On peut tout dire. Mais l'évolution de la pandémie a transformé le système organisationnel entier. Par exemple, ce sont des imprévus. Vous quittez du connu vers un truc qui est inconnu. Ça a créé d'abord la panique dans le monde entier. Cette maladie tue plus par la panique. Avec ça, peut-être les Chinois étaient un peu plus malins du point de vue tactique par rapport à la compréhension de cette pandémie, par rapport aux États-Unis et par rapport à l'Europe. Par exemple, eux, ils ont repris avec la production. Par exemple, les masques, ils vendent les masques partout dans le monde. Eux qui ont commencé la maladie, aujourd'hui, c'est les États-Unis qui ont le record de cas. Voilà. Donc, leur business va monter. Donc, leur affaire de la vente de masques monte. Ils ont fait... Ils sont venus déposer des millions et des millions de tonnes de masques en France avant-hier. C'était avant-hier. Tu as vu? Alors, ce n'est pas de gratuit. C'est pour les acheter. Mais ce que je voulais tout simplement dire est que les gens qui se croyaient être à un top niveau organisationnel du point de vue sanitaire se retrouvent aujourd'hui qu'ils n'avaient rien fait encore. Donc, il faut qu'ils repensent leur système de santé. Nous aussi, à notre niveau, avec nos petits moyens, quand même, avant qu'on puisse atteindre avant le 10 mars, je pense que c'était vers le mois de février, où la maladie commençait à se répandre en Europe, tu as vu quand même un peu de management que notre gouvernement commençait à préparer. Tout à fait. Il y a le ministre de la Santé qui avait déjà commencé à construire quelque chose. Ça, c'est l'organisation. Au niveau de Kinkole, voilà. Pour nous dire que ceux qui seront les cas qui seront dépistés positifs feront... Fort malheureusement... On a un premier cas qui est entré depuis le 8 mars. Non, ils ont défailli au niveau des contrôles. Tout à fait. Ça, je peux leur dire, je peux quand même dire ça. Parce qu'au niveau du contrôle de la frontière, c'est là où il y a eu les cas des importations qui sont entrés à partir du 8 mars là, et qu'on a découvert. Le 10. Soi-disant, le 10 mars. Oui. N'est-ce pas? Mais l'organisation était bonne. Parce qu'il y avait
anticipation, une prévention. Tout à fait. Il voulait prévenir pour dire que cette maladie peut nous arriver. Mais on a connu un retard pour la fermeture des frontières. Tout à fait. Tu comprends? Parce qu'on croyait d'abord que ça peut encore se limiter là-bas. Or, tout à fait. Nous sommes aussi l'une des sous-parties du monde. Tout à fait. On a oublié qu'on était dans un système global oui, oui. qui a à son sein des sous-systèmes dans l'organisation. Système global qui a à son sein des sous-systèmes. Ça, c'est bien dit. Et avec les interactions que le système opère avec le grand système, a fait que nous puissions importer les maladies ici chez nous aussi. Mais il faut féliciter les efforts que le gouvernement a quand même fait et le courage du président de la République. Tout à fait. Pour pouvoir anticiper, pour dire Kinshasa est déjà en étau de la maladie, mais comment protéger maintenant l'autre partie Donc les Congo, c'est le système qui a à son sein des sous-systèmes les provinces. Les provinces, oui, oui. Mais comment maintenant la capitale est déjà prise en étau par la pandémie, mais comment sauver? C'est ça l'organisation et l'anticipation. Comme c'est déjà à Kinshasa, tu vois, nous nous sommes réveillés plus vite pour dire que ça peut maintenant aller en province. Et si tu vois, là où il y a des navettes et des interactions entre la capitale et certaines provinces, c'est là où on a connu des premiers cas. Tout à fait. On devrait connaître aussi les mêmes cas à Lubumbashi, parce qu'il y a des rotations régulières, et à Goma. Tout à fait. Mais le président de la République a compris ça bien avant, avec son comité, avec son collège, pour chercher à anticiper les choses. Voilà, c'est ce qui nous a sauvé un peu certaines provinces jusqu'à maintenant. Nous avons tout simplement des cas, mais qui dans les provinces là, donc au nord Kivu et au sud Kivu, mais qui ne sont pas encore des cas très compliqués. Même si on a dépassé les 300 cas de contamination. Professeur, nous sommes en train d'avancer dans notre émission. Nous vous suivons très très bien. Maintenant, nous passons à une seconde phase. Nous avons compris le système. Mais professeur, aujourd'hui que nous vivons avec le coronavirus, la commune de La Gombe a été confinée et débute le déconfinement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où c'est la mode, le port du masque obligatoire. On ne sait plus se saluer. On a la distanciation sociale, les gestes barrières. Professeur, est-ce que notre organisation, par exemple la RDC, même le monde, doit repenser leur manière d'organiser en tenant compte maintenant de la présence du Covid-19? Bien sûr. Il faut maintenant qu'on comprenne qu'il y a un ordre nouveau qui vient de nous arriver. Et le changement, là, dépend de deux grands facteurs. Il y a les facteurs externes et les facteurs internes. Tout à fait. Au niveau des facteurs externes, nous devons voir quel est l'environnement maintenant de l'autre monde, d'autres cieux. Comment il se comporte maintenant aussi vis-à-vis de cette pandémie. Oui. Est-ce que la pandémie est toujours pendante ou a déjà diminué? Tu comprends? Tout à fait. Ça, c'est le premier élément qui va nous guider. Deuxième élément, ce sont les facteurs internes. Oui. En interne, nous devons vraiment continuer à vulgariser notre système de prévention pour ne pas décimer la population. Tout à fait. Mais c'est pour cela que le confinement, c'est bon, mais c'est un danger aussi. Parce que si on ne meurt pas de la maladie de Covid, les gens vont mourir de la faim. On ne doit pas aussi tuer l'économie. Non. Les gens doivent apprendre comment vivre avec le virus. C'est-à-dire, l'apprentissage dont je parle ici, c'est le respect de la prévention. Et l'économie tourne
Parce que plus nous nous enfermons, plus nous créons encore beaucoup d'autres charges à l'État. Et les gens risqueront même de mourir de la famine et l'État n'aura plus de possibilités pour pouvoir subvenir aux besoins de sa population. C'est pour cela que les gens doivent s'adapter, dans le cas des changements, de ces changements ici, à vivre avec le virus en respectant les consignes de prévention. Parce qu'on ne doit pas tout tuer. Ça, c'est mon point de vue. Tout à fait. On doit ouvrir le marché. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous recevons pour vous le professeur Kassindi, expert en gestion des organisations. Nous sommes en train de parler des implications du coronavirus sur la gestion de nos organisations, sur les systèmes établis, les sous-systèmes. Et nous comprenons que le professeur, en tant qu'éminent scientifique, est en train de nous faire comprendre que nous devons vivre avec la pandémie en mettant chaque fois en exergue tout ce qui est prévention, parce qu'on ne peut pas tuer l'organisation ou notre économie parce qu'il y a la pandémie. Professeur, nous sommes en train d'avancer dans notre programme et nous vous suivons avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que cette pandémie est venue nous démontrer que nous devons aussi nous développer, surtout sur le plan local? Nous devons nous doter des hôpitaux, des standards de nos renommées mondiales. Nous devons avoir une économie qui est capable de s'autosuffire de l'interne, où nous pouvons tout produire jusqu'à une aiguille. Merci beaucoup. C'est une grande leçon que cette pandémie vient de nous montrer. Bon, je ne peux pas dire que notre système de santé, c'est vrai, est encore un petit peu archaïque par rapport au système développé. Mais par rapport au système de l'OMS, parce que l'OMS a un standard recommandé. Bon, de toutes les façons, j'ai dit d'abord par rapport au système des pays soi-disant développés. Parce que malgré leur développement aussi, on souffert. Tout à fait. De l'air. Mais la comparaison n'est pas raison. Nous ne disons pas que nous devons être à la même diapason que les Nord. Mais nous devons quand même s'approprier de quelque chose là-bas pour venir les contextualiser de notre manière aussi ici. Donc, les gouvernements, notre gouvernement, doit essayer de repenser son système sanitaire aussi. Parce que si nous pouvons voir dans un pays comme le nôtre, où il n'y a qu'un seul laboratoire qui doit faire les analyses de la pandémie, les analyses de tests sur les coronas là dont vous parlez, ou dont nous parlons, pour un pays un peu continent comme le nôtre, c'est vraiment un recul. On devrait avoir autant de laboratoires. Autant d'inherbés partout. Autant d'inherbés dans chacune des provinces. Et ce n'est pas seulement un seul dans les provinces, même dans des territoires, pourquoi pas. Et là, ça devrait nous aider à détecter le plus rapidement possible la maladie et les contenir facilement. Donc, le gouvernement doit comprendre maintenant que doit faire fonctionner maintenant dans le cadre de la répartition du budget. Parce que là, le budget s'est réparti au moins en 3 grandes parties. Il y a le budget de fonctionnement, où vous trouverez le fonctionnement des services, les paiements des rémunérations, etc. Il y a le budget d'investissement, où on doit quand même investir dans ce cadre-là. Et le budget des transferts. Les transferts, très souvent, c'est les inattendus. Aujourd'hui, tu viens d'apprendre qu'à Ouvira, il y a eu un certain inondation Sud Kivu, dont nous sommes en deux cœurs avec, nous présentons dans ce budget-là où on doit prendre quelque chose, les incertains. On doit prendre quelque chose pour affecter là-bas, ainsi de suite, et académie, etc., etc. Donc, nous devons repenser notre système sanitaire tout en l'adoptant un pourcentage assez élevé.
Mais on ne doit pas simplement se limiter au niveau sanitaire. Pour arriver au sanitaire, il faut aller dans la conceptualisation. Nous devons avoir l'esprit de créativité. Comment arriver à concevoir, par exemple, un produit. Parce que nous en avons. Les produits se font sur base de plantes. Oui, oui. Là, je vois encore Alors, ce qui vaut. Renforçons les recherches scientifiques. On nous néglige combien de thèses qui sont produites ici. Est-ce que le gouvernement s'intéresse? Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin vraiment des scientifiques comme vous pour le pays. Combien de thèses qu'on produit pour pouvoir donner quand même un apport à appliquer? Parce que la thèse, c'est un élément qui amène un plus à la science pour chercher maintenant de l'appliquer dans les différentes organisations. Mais est-ce que le gouvernement s'intéresse? Nous avons notre ministère des recherches scientifiques. Quand on produit des thèses, il faut dire maintenant à ce ministère, est-ce que ça suit tous ces étudiants-là dans tout ce qu'ils donnent comme production? Je pense qu'il n'y a même pas un classeur de thèses dans ces ministères-là. Il n'y a même pas un petit pourcentage que le gouvernement peut renforcer avec les recherches scientifiques. L'ensemble de tous ces éléments-là qu'on doit aider à repenser avec notre système et éducatif et sanitaire. Parce que ce qui commence, ce qui prime d'abord, c'est le système éducatif. Et le sanitaire vient en second plan. Professeur, nous vous suivons religieusement, vraiment tranquillement, avec passion. Est-ce que tout ce que vous, les thèses, ainsi de suite, l'importance maintenant de la production locale pour confiner plusieurs problématiques, comment on va ravitailler la ville en biens de première nécessité, est-ce qu'on ne doit pas se tourner dans le développement de notre industrie, de notre agriculture? Est-ce que ce n'est pas par là? Parce que quand vous devez traiter, soigner les gens, ils doivent manger. Et puis, que les gens aient la capacité de travailler, avoir de l'argent, et que l'État ait des sources de revenus, les moyens de pouvoir avoir des revenus. Mais pas seulement attendre des minéraux comme là, les frontières sont fermées, nos minéraux ne savent pas aller au plus grand marché parce qu'aujourd'hui, notre marché des minéraux, tout le monde le sait, c'est la Chine. Aujourd'hui, la production a baissé parce qu'on ne vend plus nos minéraux. Est-ce qu'on ne doit pas repenser de pouvoir produire localement? Bon, dans le cadre de la répansion de ce que vous venez de dire là, je pense que nous ne sommes pas là pour dire que l'État doit garder un seul monopole ou un seul secteur d'attraction économique. L'État est censé de diversifier son économie. Tout à fait. Dans tous les domaines, dans tous les sens. N'est-ce pas? Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le renforcement des micros et de petites et moyennes industries ou moyennes entreprises. L'État doit les accompagner. Et la diversification de l'économie ne se fait pas par les multinationales. La diversification de l'économie doit se faire par les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises. Tu comprends? Ce sont ces éléments-là, ces petites organisations-là qui peuvent nous aider à diversifier notre économie. Mais avant d'y arriver, l'État doit les accompagner avec certaines mesures d'accompagnement. Et quelles sont les mesures d'accompagnement? L'État doit faire interagir les centres de production et les centres de consommation par la voie de communication. Les routes. Un pays où pour quitter de l'Est et vous devez aller à l'Ouest, il ne faut que prendre le moyen de transport aérien. Or, le moyen de transport aérien coûte cher. Et nous avons combien de compagnies aériennes? C'est regrettable. Donc, l'État doit les accompagner encore par... J'ai parlé plus des petites et moyennes industries. C'est facile de créer les petites et moyennes industries actuellement avec la Chine qui a des mini-industries. On a déjà miniaturisé beaucoup de choses. Mais les gens peuvent venir avec ça. Mais pour son fonctionnement, il faut que ça fonctionne avec l'énergie électrique.
Mais partout, il n'y a pas d'énergie électrique. Comment s'il fonctionne avec un groupe électrogène, ça va encore lui coûter plus que cher, avec les coûts des gasoil, et ainsi de suite. Donc, l'État doit les accompagner en créant les infrastructures de base. Et ces infrastructures de base vont créer à elles-mêmes leur richesse. Professeur, alors investir aussi dans le domaine de l'énergie, les énergies nouvelles renouvelables, nous avons le soleil, nous avons notre barrage hydroélectrique. Pourquoi pas aussi que l'État puisse repenser, parce que nous avons besoin d'énergie pour pouvoir développer tout ce que vous appelez micro ou mini-industrie? Je ne sais pas, mais moi je pense que si nous allons dans ce sens-là, ça ne sera pas si facile parce qu'on ne saura pas la capacité de l'énergie solaire pour faire fonctionner les entreprises, les industries. Mais nous, pourquoi aller dans tout ça, c'est créer des problèmes inutiles. Mais nous avons plusieurs rivières qui ont des chutes. On avait déjà fait toutes ces évaluations-là. J'ai un livre qui a été publié par un ancien ADG et PCA de la SNEL, Mouemena, qui a parlé de l'électrification de la République démocratique. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que le ministère de la Recherche scientifique a même ce livre? Non. Est-ce que notre gouvernement avait même acheté ce livre? Je ne pense pas. Mais tout est déjà bien tracé. Ça reste la volonté et la vision du leadership de celui qui a la commande. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans notre programme Data Market. Nous recevons pour vous le professeur Symphorien Kassindi. Il est expert dans la gestion des organisations. Nous sommes en train d'échanger sur cette grande question. Est-ce que la pandémie du Covid-19 a des implications sur notre organisation? Il nous a expliqué comment nous sommes dans l'ère de repenser l'organisation parce que nous devons nous adapter. Professeur, une grande question. Est-ce que le coronavirus doit s'adapter à notre organisation ou bien c'est nous qui devons nous adapter au coronavirus? Le coronavirus constitue un facteur externe. Donc, c'est-à-dire c'est un environnement. Et nous sommes une organisation. C'est nous à s'adapter au corona en respectant les mesures de prévention qu'on est en train de nous dire et nous exiterons. Et on peut les convaincre. Parce que lui, il est quelqu'un de l'extérieur qui cherche à venir entrer à l'intérieur. Donc c'est à nous. C'est l'organisation qui doit s'adapter à son environnement, pas l'environnement de chercher à s'adapter à son organisation. Le contraire n'existe pas. Tout à fait. Alors, par conséquent, les hommes, moi je dis tout simplement, ça c'est une proposition scientifique, que si nous restons confinés en ayant peur du corona, au lieu de mourir avec ce corona, nous mourrons déjà d'avance, même dans nos maisons, avec la famine. Mais nous pouvons sortir avec le respect de... Et tout ça, c'est ce que j'ai dit, les mesures d'accompagnement. Bon, le gouvernement a dit on doit avoir autant de personnes dans des bus et consorts. Il n'en a pas les bus. Les petits moyens de transport que nous voyons là-bas appartiennent au privé. Or, les privés cherchent à gagner leurs bénéfices. Donc, il faut peut-être qu'ils multiplient un nombre de policiers, je ne sais pas combien, qui peuvent commencer à surveiller, mais ça ne sera pas facile parce que cela montre maintenant à repenser et dans le moyen de communication, au moyen de transport local, pour que les gouvernements... Donc tu vois que ça va créer un changement dans beaucoup de secteurs. Est-ce que nous devons accepter ce changement? Mais bien sûr, si vous n'acceptez pas ça, vous risquerez de faire décimer la population. Nous devons nous adapter à vivre avec le virus. C'est ce que j'ai dit. Et pour bien vivre avec le virus, respectons les mesures de prévention. Par exemple, moi, tu vois, avec mon masque, pour éviter que quand tu parles, je ne connais pas ton état sérologique, je ne puisse pas tomber malade et ainsi de suite. Et moi, quand je parle, je ne puisse pas te contaminer. C'est déjà un changement
qui va s'incarner dans nos mentalités. En plus de la cravate, veste, maintenant on marche avec nos... Voilà. Même donc, si une ça pèse évolution sur moi, ça c'est l'adaptation de l'évolution de l'environnement actuel. Nous devons nous adapter à l'environnement actuel. Donc quelqu'un qui se refuse à comprendre cela ne veut pas évoluer pour vivre. Non. Et donc il est appelé à disparaître. Une organisation qui ne s'adapte pas à son environnement, c'est l'organisation qui va disparaître. Donc les personnes qui ne veulent pas s'adapter à ce changement mondial, cette personne-là partira avec le corona. Donc, s'il commence à entrer dans des groupes, il ne connaît pas les états sérologiques de ces gens-là. Donc, il attrapera le corona et après, il finira toujours par nous laisser. Donc, il ne veut pas rester sur cette terre des hommes. Quand bien même, nous tous, nous devons partir, mais nous avons encore besoin de rester. Vous sentez que c'est très pédagogique avec le professeur. Je suis quelqu'un qui cherche à s'adapter à l'environnement du virus et pour pérenniser un peu de ma vie sur cette terre. Très très bien dit. Donc toute organisation qui ne s'adapte pas à son environnement est appelée à disparaître. Donc retenez ceci. Nous sommes dans l'environnement maintenant du coronavirus. Nous, en tant qu'organisation, nous devons évoluer parce qu'il n'y a pas encore de traitement, il n'y a pas de vaccin, ainsi de suite. Maintenant, on ne va pas s'enfermer. Le professeur Cassini ne va pas rester chez lui pour ne pas travailler. Moi aussi, je ne peux pas rester chez moi sans travailler. Vous pouvez. Donc même l'État, le président de la République, tout le monde, le gouverneur de la ville, le chef de la police, de l'armée, nous tous, nous devons travailler pour le développement de notre pays. Mais il y a un problème, il y a l'environnement externe qui se présente, qui est le corona. Nous, en tant qu'organisation, pour ne pas disparaître, nous devons maintenant nous adapter. Donc, ça veut dire évoluer. Si l'évolution, c'est quitter le point A pour aller au niveau 2, maintenant, allons au niveau 2. Parce que tout celui qui restera au niveau 1 sera appelé à disparaître. Donc, vous voyez pourquoi nous aimions venir auprès des éminents scientifiques comme le professeur Symphorien Cassini, parce que là, il parle avec la maîtrise de la théorie et de la pratique, et il nous donne les paroles justes pour même soutenir ce que fait les autorités. Par exemple, la task force, l'équipe de riposte. Voici le professeur Cassini. Vous pouvez aussi le consulter, vous qui êtes la structure de lutte contre le corona en RDC. Lui, il peut aussi vous donner une autre manière de réfléchir, une autre pensée de réflexion pour pouvoir atteindre le but. Parce que tous, nous travaillons pour le bien-être de la RDC des Congolais. Professeur, nous entamons notre dernière ligne droite. Nos échanges, les bonnes choses ne durent pas. Hein. Professeur, maintenant, quelles sont les implications financières? Quelles sont les implications économiques de cette crise? Toi-même, tu vois. Vous voulez que je parle d'abord, je commencerai d'abord à parler des implications mondes. Oui, oui, tout à fait. Du point de vue économique, les taux de croissance qui étaient estimés à un niveau plus élevé a régressé. Donc, du point de vue économique, l'économie a diminué. Ça, c'est d'une manière globale. Et avec les confinements, que ce soit aux États-Unis, tu apprends, qui est la plus grande puissance du monde, que ce soit en Europe, avec leur confinement, comme ils ne travaillent pas, il y a déjà la récession économique. Et quant à notre cas ici, je prends le cas des entreprises qui ne tournent plus, qui allaient payer leurs impôts et taxes. Ces entreprises-là, leur niveau de production va diminuer. Par conséquent, les recettes aussi vont diminuer. Donc, l'État n'aura pas les moyens possibles pour payer et ses fonctionnaires et pour pouvoir faire les investissements et en même temps pour secourir, dans le cas du budget des transferts, les histoires à caractère social. Ça, c'est un grand impact. Le budget que nous estimions de 10 milliards de dollars, à peu près 11 milliards de dollars, aujourd'hui, doit être repensé demain ou après-demain par rapport à la réalité. Présenter un collectif budgétaire dès que le Parlement va commencer à fonctionner. Parce que
la réalité sur laquelle on projetait ce budget n'est plus la même aujourd'hui. Les recettes, au lieu d'évoluer, sont en train de régresser. D'où, il faut un collectif budgétaire pour demander une loi rectificative budgétaire à la baisse. Et comme conséquence, tout ce qu'on avait prévu dans le cadre des investissements, dans le cadre des augmentations salariales, dans le cadre, on va encore les remettre en cause. Parce que le budget sur lequel on table cela ne peut plus être le même. Donc, du point de vue économique, ça nous met dans une récession économique. Professeur, nous avons les entreprises. Vous avez les entreprises dans les secteurs de l'hôtellerie, les restaurants fermés. Vous avez, par exemple, les hôtels qui ne produisent plus parce qu'il reste que les nuitées, les chambres, location des chambres. Or, dans les hôtels, il y avait des bars, il y avait des restaurants. Vous avez plusieurs entreprises qui sont aujourd'hui, dont le personnel est en chômage technique. Par exemple, pour ceux-là qui travaillent, les chefs d'entreprise, les gagne-petits, les entrepreneurs, comment ils doivent s'adapter, professeur? C'est ce que moi j'ai dit. Que ça, c'est mon point de vue scientifique. Tout à fait. Là où j'ai dit que si nous disons que nous devons avoir peur sans toutefois affronter notre environnement qui est là, nous devons s'adapter à l'environnement. Mais si nous avons peur de s'adapter à l'environnement, nous nous confinons. Au lieu de mourir avec l'ennemi environnement, nous mourrons d'abord nous-mêmes parce que les besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, messieurs. Ce sont des besoins innés. L'homme qui ne mange pas doit mourir. Alors, est-ce que mieux vaut mourir tout simplement de faim, on ne mange plus, on ne fait plus quoi que ce soit, ou bien d'adapter le virus, travailler, produire et respecter les mesures de confinement, les mesures de prévention. Tout à fait. On peut bien vivre avec le virus, j'en suis sûr. Tout à fait. Alors, ces entreprises-là, on doit les laisser fonctionner. Ce sont les petites entreprises-là qui payent quand même les petites taxes à l'État pour renflouer. D'abord, ils sont bloqués. Ça crée une constipation du système économique du système économique. Et cette constipation-là ne va pas nous permettre d'aller en avant. Moi, je pense que mon point de vue est de vivre, de s'adapter pour mieux vivre avec le virus tout en respectant des préventions. Professeur, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans aborder la question formation, sans aborder la question, vous êtes professeur d'université, les universités sont fermées, ainsi de suite. Vous parlez de s'adapter, par exemple, par rapport aux cours, les étudiants. Il y a certains qui pensent qu'il faut donner des cours à distance, que les étudiants puissent, que ça ne soit plus de cours présentiels. Le professeur Kassing, il peut donner cours à partir de chez lui, mais où est l'Internet? Ici, c'est à Kinshasa, mais pour ceux qui sont, par exemple, dans l'ancienne province de Bandundu, l'ancienne province du Bas-Congo, Congo central, comment repenser cela? Parce que la formation, il y a certains étudiants qui sont là, qui doivent terminer. C'est ce que moi j'ai dit. Tout à fait. Tout devrait, les gouvernements, s'ils aimaient vraiment son système éducatif, devraient bien le prévoir bien avant. Notre système éducatif est resté constipé de l'époque coloniale, où la population était encore moins nombreuse. Et n'a pas suivi l'évolution de la population. C'est ça l'erreur. La maladie dont nous faisons allusion ici, de la pandémie là, ça n'aime pas que les gens doivent rester à distance de 1 ou 2 mètres. Distanciation sociale. Distanciation sociale. Mais nos universités, qui n'ont pas évolué vis-à-vis de sa population, où vous trouverez dans un auditoire, vous avez 500 étudiants. 1000 étudiants. Et avec
25 ou 30 bancs, comment ces étudiants vont créer cette distancialisation sociale et dont vous faites allusion. Donc, au niveau des universités, c'est encore un grand problème. À mon avis, ça c'est mon point de vue. Il y a encore un grand problème parce que si vous devez les mettre ensemble, ils risquent de ne pas respecter les systèmes de prévention. Et ça, c'est la conséquence de ne pas construire, de ne pas investir dans le système éducatif. Et même ne pas moderniser le système éducatif. C'est ça l'investissement dont je parle. Nous n'avons pas suivi l'évolution du monde, l'évolution du moment. À l'Internet, vous devez les demander d'utiliser l'Internet. Est-ce qu'ils auront les courants d'abord? Combien d'étudiants qui ont les ordinateurs? Dans mon auditoire, je pense que du premier graduat en deuxième licence, je n'ai jamais vu un étudiant qui entre avec un ordinateur ou il prend note sur ordinateur. Non. Et si ils peuvent avoir les ordinateurs, ils auront les courants pour pouvoir suivre les cours à distance. Chez eux à la maison, par exemple. Moi, les professeurs, on ne m'a pas doté de ça. A fortiori les étudiants. L'Internet aussi. L'Internet pose problème parce que c'est encore un luxe. Dans des maisons où il y a l'Internet ici, c'est dans quelques maisons de quelques nantis. Mais partout, c'est du mer à boire. Et c'est ça que j'ai dit. On peut même en avoir. Mais pour que vous fassiez fonctionner l'Internet, il faut l'énergie. Donc on devait aussi développer des campus numériques. Au niveau de... Qu'on développe les numériques et tout ça, ça va fonctionner avec l'énergie. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est déjà à exclure dans l'environnement de notre pays. Mais là, à moins que nous puissions subdiviser les étudiants dans des différents gonds. On crée maintenant, on dédouble des classes. Mais là, c'est encore plusieurs charges qu'on va maintenant mettre à la tête des professeurs. Voilà. Et ça créa encore un autre problème de charge horaire. Charge horaire. Bon, je ne m'y mêle pas, mais j'ai dit tout simplement, je parviens de donner quand même quelques difficultés. Je sais que les autorités y réfléchissent quand même, et académiques et politiques. Mais professeur, est-ce qu'on a raison d'espérer un avenir meilleur? Bien sûr, nous ne pouvons qu'espérer un avenir meilleur. C'est une grippe qui va passer et à nous de nous adapter à cette grippe. Pas d'attendre que la grippe s'adapte à nous. Non, parce que c'est un ennemi que nous ne voyons pas. Et comme nous ne le voyons pas, respectons ce qu'on nous dit. Et je pense que nous les vaincrons. Très chers téléspectateurs, nous avons été très heureux de vous présenter dans ce nouveau numéro du magazine Data Market le professeur Symphorien Kassindi. Avec lui, il a échangé. Il nous a fait comprendre que l'organisation devait évoluer par rapport au coronavirus. Comme il a dit, c'est juste qu'une grippe qui va passer. Donc, évoluer avec le coronavirus, c'est se dire que nous allons vers une extinction si nous ne respectons pas les gestes barrières. Professeur, nous arrivons déjà à la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'essentiel de tout ce que vous aviez dit dans notre émission? Bon, ce que nous pouvons dire tout simplement est que voilà le coronavirus qui vient de nous surprendre et qui va permettre à découvrir les niveaux des anticipations des choses de nos autorités, que ce soit politique et scientifique. Et avec ça, j'ai dit tout simplement que le confinement, c'est une bonne chose, mais rester totalement en confinement n'est pas une bonne chose. C'est à nous, les hommes, qui ont des intelligences, qui portons une certaine sagesse, qui devons s'adapter au virus. Pas l'inverse.
Donc nous devons affronter les virus parce que nous les connaissons déjà. Nous apprenons déjà les modes de prévention et continuons à respecter les modes de prévention et nous vaincrons le virus pour ne pas laisser constiper l'économie et ouvrons notre économie pour nous permettre à vivre. Parce que si nous ne disparaissons pas avec les corona, nous risquerons de disparaître avec la famine. Faisons tourner les choses et l'avenir nous donnera raison. Professeur, un grand merci. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis ce soir. Nous avons reçu pour vous le professeur Saint-Froyen Kassindi. Avec lui, nous avons échangé sur l'organisation et le coronavirus. Le professeur, en tant que scientifique, en tant qu'expert en gestion de l'organisation, il nous a dit, face à cette pandémie, nous devons nous adapter, nous devons évoluer. Nous avons raté ce lundi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste. Et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes numériques liées à votre magazine Data Market. Quant à moi, je vous dis à la